nous allons entrer dans la maison de la radio. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à tous au studio 105 de la Maison de la Radio. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Alors parmi vous, donc, il y a le lycée Molière, le lycée Montaigne à Paris, le lycée Léonard de Vinci à Levallois, le lycée Joliot-Curie à Donmar-les-Lys et le lycée Eugène Hénaff à Bagnolet. Alors la question qui va nous occuper pendant cette 1h30 de débat et de rencontre, c'est les médias peuvent-ils tout nous dire? Donc c'est une vaste question, mais j'espère surtout que vous, de votre côté, vous avez prévu et préparé des questions à adresser aux 3 journalistes qui sont présents ici. Donc Sonia De Villers de France Inter, Franck Cognard de France Inter également, et Fabienne Synthès de France Info. J'anime tous les matins une émission en direct qui dure 20 minutes et qui s'occupe de l'actualité des médias. Donc je reçois des animateurs de télévision, des patrons de chaînes de télévision, je reçois des journalistes de presse écrite, des directeurs de journaux, je reçois des photographes, des gens de radio, puis je reçois aussi des gens qui réfléchissent aux médias. Donc évidemment on réfléchit beaucoup à comment on traite l'information dans mon émission. Qui est vraiment le métier et de Franck Cognard. Donc Franck, c'est un des rédacteurs en chef de France Inter. Il s'occupe de piloter et de prévoir tous les sujets qu'on va traiter dans une matinale. Vous savez ce que c'est qu'une matinale? C'est le 7-9 de la radio, et le 7-9 de la radio, c'est comme le journal de 20h à la télé, c'est la tranche la plus importante, la plus écoutée. C'est vraiment notre carrefour d'audience, c'est vraiment là que se joue vraiment l'audience et la portée et l'impact d'une radio. Donc c'est Franck. Franck, c'est aussi un journaliste qui pendant très longtemps a travaillé sur les questions de police et de justice. Donc quand on est dans des séquences comme celle qu'on vient de vivre et qu'on vit en fait depuis 18 mois, il est très au cœur de l'information parce que c'est des sujets qu'il a traités beaucoup comme journaliste. Et puis il est l'auteur d'un livre qui vous a apporté, que je vous montre, qui s'appelle Folle Rumeur, qu'il a co-signé avec Mathieu Aron, qui est notre ancien directeur de la rédaction. La rédaction, en fait, c'est l'ensemble des journalistes d'une chaîne de radio, idem en presse écrite et idem en télévision. Donc Mathieu Aron, c'est notre ancien directeur de la rédaction. Et ils ont co-signé ce livre qui s'appelle Folle Rumeur, qui est paru il y a 2 ans et qui commençait à réfléchir déjà beaucoup sur ce que c'était que la rumeur avant les réseaux sociaux et aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc ça va être au cœur, j'imagine, des questions que vous allez à leur poser. Et puis ici, Fabienne Synthès, qui est la seule femme en France à animer une matinale de radio. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, c'est toujours du bien. Parce que c'est des métiers très difficiles, avec beaucoup de pression et on ne dort pas beaucoup. Donc, c'est vrai. Et beaucoup de responsabilités. Donc la matinale de France Info, c'est comme chez... C'est un 7-9 pareil? Mais non, 6-9, madame. 6-9, 3 heures d'antenne. 6-9, 3 heures d'antenne. Fabienne a fait une partie de ses émissions cette semaine en direct de Bruxelles pour être au plus près des événements et pour pouvoir recueillir à la fois des témoignages et toutes les personnalités concernées et pas les avoir au téléphone comme vous entendez parfois, mais pour les avoir sur place. Voilà, et Fabienne a été aussi très longtemps correspondante aux États-Unis. Donc elle a aussi une vision sur ce qui se passe aux États-Unis et sur les questions que vous pouvez vous poser sur l'actualité étrangère. Voilà. Le thème qu'on a choisi de traiter ce matin, c'est les médias peuvent-ils tout vous dire? Donc nous, journalistes, dans un média et nos confrères, a-t-on le droit de tout vous dire? A-t-on le devoir de tout vous dire? A-t-on l'habitude de tout vous dire? Je pense qu'il y a un truc sur lequel on est tous les 3 d'accord, c'est que non, on ne vous dit pas tout. Et on va vous le dire cash, on ne vous dit pas tout. Sauf qu'il y a des bonnes raisons pour pas tout vous dire, et puis il y a des mauvaises raisons pour ne pas tout vous dire. Donc on va essayer de vous les expliquer, puis on va essayer de faire le tri. Par ailleurs, on sait très bien que votre génération, vous vous méfiez
à fond les ballons de tout ce qui vient des médias, de la radio, de la télévision, de la presse écrite, d'ailleurs que vous lisez de moins en moins. Vous vous en méfiez. Vous avez raison de vous en méfier, parce que le doute et le questionnement, il est toujours intéressant, il est toujours légitime. Je pense que c'est aussi à nous, journalistes en exercice et en fonction, et observateurs de tout ce qui se fait, hein, parce que moi je suis journaliste, mais j'observe tout ce qui se fait dans les médias, là c'est mon métier cette année avec cette émission, à nous de vous dire que vous avez raison de vous poser des questions, mais que, à mon avis, vous ne vous posez pas toujours les bonnes. C'est-à-dire qu'il y a des grosses raisons qui font qu'il y a des médias qui ne vous disent pas tout, et ces raisons-là, vous les ignorez, vous passez à côté, ou vous êtes parfois un peu paresseux, ou parfois un peu ignorant, et ça vaut vraiment le coup de vous remettre sur les rails. Donc vous avez raison de vous poser ces questions-là. Après, à mon avis, vous ne vous posez pas toujours les bonnes. Oui, parfois c'est mal sourcé. Et vous apprendrez, parce que ça reviendra tout le temps dans notre discussion, qu'une information est forcément sourcée, elle est même double sourcée. Ça veut dire que deux personnes nous disent la même chose et qui sont à 2 points différents veulent dire que cette information a l'air fiable. Moi je crois qu'effectivement, plus ça va vite, plus c'est compliqué, plus il y a 1000 manières d'avoir de l'info, plus nous, les journalistes, on a un sens, en fait. Plus on pense que tout le monde peut être journaliste, plus, moi je crois que nous, on en a un. Parce que notre boulot, justement, c'est d'être capable de séparer ce qui est sourcé et ce qui ne l'est pas. Notre boulot, c'est d'être capable de mettre en perspective ce qui nous arrive comme ça, de manière brute dans la figure, ce qui vous arrive de manière brute dans la figure, et nous, de le mettre en perspective, de l'expliquer, de donner à comprendre et de donner à voir. Et notre crédibilité, désormais, à mon sens, c'est par là qu'elle passe. Donc nous, France Info, nous, services publics, s'il y a une chose à laquelle on ne peut pas déroger, c'est ça. Alors, il nous arrive moi il m'est arrivé de retenir des informations. Je ne vais pas dire que j'en ai caché, on va dire que j'en ai retenu. Ça m'est arrivé puis dans des circonstances un peu différentes. Ça peut arriver parce que vous n'arrivez pas à vous faire confirmer une info que vous avez. Et là c'est emmerdant de dire quelque chose auquel vous-même vous avez du mal à croire ou que vous avez du mal à vérifier. Et il y a quelques fois, moi ça m'est arrivé une fois, où on m'a demandé de retenir une info. Alors qui? Des flics? Le ministère de l'Intérieur. Pas des flics, mais le directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur était Nicolas Sarkozy. Et c'est des circonstances particulières, parce que notre devoir à nous, c'est de tout vous dire, dans l'absolu. Mais c'est une règle absolue. Mais après, il y a des exceptions. Et les exceptions, il faut qu'on puisse les justifier. À l'époque, c'était un groupe qui s'était baptisé AZF, groupe terroriste, qui avait posé des bombes qui n'avaient pas explosé, notamment une sur une voie qui était la voie du Paris-Toulouse. Bombe extrêmement bien faite, mécanisme sophistiqué, explosif en état de marche. On était un peu après le 11 septembre 2001, donc on était dans une période aussi fragile que celle d'aujourd'hui. Et le ministère de l'Intérieur, donc Claude Guéant à l'époque, à peine fait la tournée, non pas simplement de 2-3 journalistes, mais des 20 journalistes police-justice identifiés comme tels sur Paris, qui sont les journalistes police-justice des grands médias nationaux, pour faire simple, que ce soit des hebdos, des radios ou des télés. Et ils nous ont dit, voilà, on sait que vous avez des indiscrétions sur cette affaire, qui n'étaient pas sorties dans la presse. On ne savait pas qu'il y avait eu des bombes déposées sur des voies. Elle nous dit, voilà, je sais que vous avez une partie de l'affaire, je vous demande de la retenir encore 24 heures. Si vous la retenez 24 heures, nous, ça nous donne la possibilité de voir s'ils viennent au rendez-vous piégé qu'on a organisé. Et ça nous permet de ne pas éventer le piège. Et puis après, une fois qu'on les a arrêtés, on vous racontera toute l'histoire, vous aurez accès à tous les détails. Alors, donc c'est un deal en fait, c'est un marchandage. C'est un deal, c'est un marchandage pur et simple. Sur le moment, c'est un peu déstabilisant parce que c'est bizarre. Je dois me mettre au garde à vous, ministère de l'Intérieur. En même temps, je commence à comprendre que si je sors l'affaire, qu'on les arrête pas et que ça pète, je vais me sentir en partie responsable humainement, même si je pourrais toujours trouver de bonnes excuses. Moi, ma décision personnelle, c'était de dire ok, je retiens. Évidemment, je ne l'ai pas prise tout seul dans mon coin. Mon chef de service qui était Mathieu à l'époque et puis le directeur de la radio qui était Michel Polaco, j'ai voulu les voir, j'ai dit voilà, j'ai ce deal là dans les mains, qu'est-ce qu'on fait? Et la décision avait été prise conjointement de retenir. Ça a été par ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si une radio concurrente ne respecte pas et sort l'info? Eh ben, Europe et RTL et les télés et la presse nationale a retenu l'info qui a été donnée quand même par la Dépêche du Midi,
Ah donc, à partir du moment où la Dépêche du Midi, La Dépêche du Midi, vous savez ce journal que c'est? toulousain, C'est un journal à Toulouse. qui en plus se sentait plus concerné parce que la ligne était une ligne Paris-Toulouse, parce que le groupe s'appelait AZF, en référence à l'explosion de l'usine AZF chez eux. Donc ils disaient, nous, on ne peut qui avait pas, été un accident par ailleurs. ouais, on ne peut pas ne pas donner cette info. Et à partir du moment où ils ont ouvert les vannes, on a tous repris derrière. Moi, je crois que c'est pas possible. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Je pense que c'est pas possible. Et non, tout ce qui commence par restriction, moi, ça me fait peur. Donc non. Moi, j'ai des choses à vous dire là-dessus. Donc, certainement pas non. Je pense que c'est à nous de faire notre propre restriction à l'intérieur des réseaux sociaux, de faire attention à ce qu'on lit, encore une fois, à ce qu'on retweet, etc. Mais non, sur quels critères, en fait? Et pour qui? Quel groupe? Quelle personne? Quel type de photo? À quel moment on s'arrête? Si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là, alors on donne notre bras. Et à la fin, vous n'avez plus d'infos. Et surtout, le principe de dire on fait des restrictions, ça renvoie à des pays qui ont des pratiques assez peu démocratiques, qui sont capables de couper l'alimentation d'un fil Twitter, par exemple, ou de le restreindre. Je pense à la Turquie, je pense à la Chine. Enfin, il y a des pratiques autour de nous qui montrent qu'à partir du moment où tu dis oui, on peut peut-être restreindre, oui, on peut peut-être faire ça, les risques de dérive sont trop importants. Parce que tu comprends, la question c'est qui parle, mais alors la question c'est qui empêche de parler et pourquoi. Là aussi, moi je pense que les réseaux sociaux n'ont pas atteint leur âge de raison, c'est-à-dire une sorte d'autodiscipline qui se fait un petit peu partout de façon assez humaine, où au bout d'un moment d'apprentissage, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des dérives, il y aura toujours des extrêmes. Et je pense qu'il va de nous-mêmes, à force d'être sur ces réseaux sociaux, les voir faisant partie de nos vies, on va se polisser un petit peu dessus. On va réfléchir un petit peu plus. Et c'est pour ça que je dis réfléchissez toujours avant de retweeter aussi, comme disait Fabienne. Alors, Ray, il vient de vendre RMC et BFM TV, une partie de BMC et de RFM TV, mais d'ici 2019, il aura tout revendu, à un monsieur qui s'appelle Patrick Drahi. Vous savez qui c'est, Patrick Drahi? C'est le propriétaire d'SFR. C'est un type qui est milliardaire, qui vit en Israël, qui a racheté en un an, Libération, vous savez ce que c'est Libération? L'Express, vous savez ce que c'est l'Express? BFM TV et RMC, en un an, hein. Plus tout numéricable, tout SFR, en un an. Vous imaginez le pouvoir sur les médias qu'a ce monsieur. Plus il a créé une chaîne d'infos en Israël, qui est une chaîne d'infos très 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 pro Netanyahou, qui s'appelle I24 News, exactement. Donc en plus, on sait avec ce qu'il fait sur I24 News que c'est quelqu'un qui a aussi des ambitions politiques et idéologiques. Qu'est-ce que ça va changer au traitement de l'information sur les 4 médias qui sont des médias majeurs en France? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce monsieur détient un réseau de téléphonie mobile extrêmement important qui s'appelle SFR. Bon, moi je suis journaliste sur BFM et je suis en charge de tous les papiers sur les tarifs de la téléphonie mobile, qui rachète qui dans les téléphones mobiles, etc. Comme actionnaire, j'ai le propriétaire d'SFR. Rien que pour vous donner ce petit exemple-là, je ne peux plus faire mon métier. Vous comprenez? Je ne peux plus écrire. Ça c'est vraiment très très compliqué. Ça devient, mais c'est un tout petit exemple. Tout petit exemple. Et c'est hyper important parce que aujourd'hui, qui sont les gens qui rachètent les médias? C'est tous les géants de la téléphonie mobile. Par exemple, est-ce que vous savez à qui appartient Canal+? À Vincent Bolloré. Il n'y en a qu'un seul qui sait à qui appartient Canal+? Non. Le fils de Bolloré? Et il y a quelle autre chaîne dans le groupe Canal+? D8, D17. CanalSat, ouais, c'est une offre satellite. D8, iTélé, une chaîne d'information continue, donc c'est très important, puisqu'on parle d'information. D17, exactement. Alors, Vincent Bolloré, c'est un homme d'affaires extrêmement puissant, extrêmement riche, qui rachète des médias à tour de bras. Il n'est pas le seul en ce moment. Donc, pourquoi je vous parle de Vincent Bolloré? Parce qu'il l'a fait de manière tellement musclée et tellement spectaculaire, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire des médias français, que pour une fois, le grand public s'est rendu compte de ce que ça signifiait
qu'un homme d'affaires milliardaire et en plus proche de certains axes du pouvoir, ce que ça signifiait quand il rachetait une chaîne de télé. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, je prends les Guignols, je les dégage. Après, on peut dire ce qu'on veut. Les Guignols, ils faisaient moins d'audience. Les Guignols, ils étaient moins impertinents qu'avant. Il n'empêche qu'il y a tout un tas d'hommes de pouvoir qui en avaient vraiment marre des Guignols et qui n'avaient vraiment pas envie de se relancer dans une bataille présidentielle l'année prochaine avec les Guignols accrochés à leur basque. Et parmi eux, il y avait Nicolas Sarkozy qui est un proche de Vincent Bolloré. Qu'est-ce qui a poussé Vincent Bolloré à dégager les Guignols? Est-ce que ça a joué ou pas? On ne pourra jamais le prouver complètement. N'empêche que pour la première fois, un pays entier s'est posé la question. C'est très très simple. C'est qu'un média ait les moyens de... il y a deux choses. Il y a l'indépendance économique et il y a l'indépendance éditoriale. L'indépendance économique, c'est j'ai de quoi vivre suffisamment, j'ai assez de ressources financières pour faire le média que je veux. Et un média, ça coûte cher. Il faut payer des journalistes, il faut payer des reportages. Sans aucun moyen, on ne peut rien faire. D'accord? Donc l'indépendance éditoriale, c'est le choix du Canard enchaîné, par exemple, de ne jamais avoir de pub et de dire je ne vis que de l'argent que va verser le lecteur. C'est le choix d'un média qui s'appelle Mediapart, de dire je refuse d'avoir de la pub, j'ai des actionnaires et je ne vis que des abonnements des gens. Donc si tu veux, il y a un moment où tu as un modèle économique qui garantit ton indépendance économique, j'ai assez d'argent, et qui garantit ton indépendance éditoriale. L'indépendance éditoriale, c'est j'ai le droit de dire ce que je veux si j'estime que j'ai à le dire ou qu'il faut que je le dise. Maintenant, quand je vous ai dit que Le Monde venait d'être acheté par un millionnaire qui s'appelle Xavier Niel, milliardaire même, et qui est le propriétaire de Free, ça lui garantit son indépendance économique, ça c'est sûr. Et heureusement pour eux, parce que comme ils font de l'investigation et qu'ils révèlent des grosses affaires, quand HSBC leur sucre leur pub ou quand Bolloré leur sucre leur pub, ils ont intérêt à avoir un actionnaire très très costaud derrière. La vraie question, c'est est-ce que ça garantit leur indépendance éditoriale? Pour l'instant, à mon sens, oui. Mais c'est une vraie question. Donc il y a l'indépendance économique et le fait d'être acheté par un milliardaire, ça peut t'assurer ton indépendance économique. D'accord? Et derrière, il y a ton indépendance éditoriale, c'est-à-dire la liberté d'écrire et de publier ce que tu veux. Juste un tout petit mot, je peux juste un tout petit mot, juste attirer votre attention sur aussi parfois une différence simplement de culture et de perception par rapport à d'autres. Moi qui ai habité aux États-Unis pendant un temps, nous, service public, on considère que notre liberté justement c'est que nous sommes service public et qu'on ne dépend donc d'aucune publicité ou très peu et que c'est ce qui nous donne notre capacité à pouvoir dire tout à n'importe quel moment. Quand je racontais moi à mes amis américains que je travaillais dans le service public et que donc ça voulait dire que je dépendais de l'État, puisque c'est l'État qui nous paye, c'est vous qui nous payez la redevance, les impôts et le reste, exactement, eux tombaient littéralement de leur chaise. Et pour eux, c'était le summum de la non-indépendance absolue, c'était de dépendre de l'État. Le service public existe aux États-Unis, par exemple, mais il est en plein sens de terme. Ça veut dire que les gens, comme vous et moi, donnent de l'argent à leur radio, à leur télévision publique, et c'est comme ça qu'ils se financent. Ils ne sont qu'en autofinancement. Donc encore une fois, juste avoir en tête cette petite nuance-là. Nous, on considère que c'est notre indépendance, et que le fait qu'on dépende de l'État, finalement, nous rend beaucoup plus indépendants que si on dépend de n'importe quel pouvoir privé.